Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur la situation de la micro-entreprise, plus précisément d'un micro-entrepreneur, synonyme auto-entrepreneur, dans le secteur du spectacle. On va avoir deux aspects. La situation où vous, en tant qu'entreprise, vous faites appel à un auto-entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe, à quoi il faut faire attention. Et deuxième aspect, eh bien, le fait d'être auto-entrepreneur, quid des incidences par rapport au métier du spectacle. Voilà notre plan. La webconférence, comme d'habitude, est enregistrée. Elle sera dès lundi sur la chaîne YouTube d'Audience et le support sera téléchargeable sur le site internet d'Audience. Je crois que je n'ai rien oublié. Tout est bon. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce qu'on est bon? C'est bon, on peut y aller Pascal. Super. Alors le plan que l'on vous propose, trois parties, on va faire simple. On va commencer par rappeler la définition de la micro-entreprise et du micro-entrepreneur. Et ensuite, comme on vous le disait à l'instant, deux aspects. Du côté entreprise, quels sont les points d'attention lorsque l'on fait appel à un micro-entrepreneur? Et du côté du micro-entrepreneur, eh bien, quelles sont les activités qu'il peut effectuer dans le secteur du spectacle et quels sont les points d'attention, les points saillants de ce régime particulier. Nous y voilà. Alors, commençons par une définition. Qu'est-ce que c'est que la micro-entreprise? Alors, on peut aborder la chose de la manière suivante. La micro-entreprise, c'est un ensemble de dispositions qui permettent l'exercice d'une activité indépendante avec certaines simplifications administratives. Voilà, premier point. Alors, quelles sont ces simplifications administratives? Alors déjà, c'est très facile de se créer un compte en tant qu'auto-entrepreneur. Ensuite, tous les mois, on déclare le chiffre d'affaires que l'on a réalisé et les cotisations sociales sont dues via un pourcentage qui s'applique sur ce chiffre d'affaires. C'est donc très simple. On n'a pas de comptabilité normée à tenir. On n'est pas obligé d'avoir un cabinet comptable ni un expert comptable. Et enfin, on bénéficie de la franchise en base de TVA. Ça signifie qu'on n'est pas redevable de la TVA dans la limite d'un certain chiffre d'affaires que l'on va rappeler tout à l'heure. Donc en effet, il y a des simplifications évidentes. Finalement, un auto-entrepreneur, c'est un travailleur indépendant qui a un régime social et fiscal particulier. On appelle ça le régime microsocial et le régime microfiscal. C'est donc le statut de la micro-entreprise, le statut du micro-entrepreneur, c'est un statut d'entrepreneur individuel, un travailleur indépendant. C'est donc une spécificité, et ce sont un ensemble de particularités du travailleur indépendant. Les 4 points clés. 1, donc on se crée un compte sur le site internet qui va bien, ça prend à peu près 15 minutes si on a au préalable scanné sa carte d'identité, c'est assez simple dès lors qu'on a bien identifié ce pourquoi on voulait se créer un compte. Deuxième point, on a des limites au titre du chiffre d'affaires maximum. Vous savez, le chiffre d'affaires, c'est tout ce que l'on a vendu. Il y a des seuils assez élevés, il y a 2 seuils selon qu'on a une activité où l'on vend des biens, ou bien selon que l'on a une activité de prestation de services. Et en ce qui concerne la franchise de TVA dont on a parlé juste avant, la franchise pour les prestations de services, c'est l'activité qui nous intéresse majoritairement dans le spectacle, la franchise est de 39 000 €. Ça veut dire que tant que sur l'année, le chiffre d'affaires que l'on a n'excède pas 39 000 €, eh bien, on est dispensé de déclaration et de facturation de TVA. On facture sans la TVA. C'est le deuxième point. Le troisième point, attention, certaines activités sont réglementées et on ne peut pas les exercer via le régime de la micro-entreprise, d'une part, et on a aussi des activités qui relèvent de régimes sociaux spécifiques pour lesquels ils ne peuvent pas être exercés via le régime de la micro-entreprise. C'est le cas notamment de l'artiste-auteur. L'artiste-auteur, vous savez qu'il relève d'un régime social spécifique, le régime
des artistes auteurs, c'est son nom, et donc on ne peut pas exercer une activité d'auteur via le régime de la micro-entreprise. On termine juste avec un extrait, des taux des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu dans le cas du versement libératoire. Alors, on a mis juste la ligne sur l'activité de prestation de services. Notez bien que selon que notre activité, si par exemple on a une activité de livraison de biens, les taux sont différents. Mais bon, en ce qui concerne la prestation de services, les cotisations sociales sont dues avec un taux qui s'applique sur le chiffre d'affaires de 21,1%. Si l'on souhaite payer notre impôt sur le revenu par rapport au chiffre d'affaires que l'on a eu en tant qu'auto-entrepreneur, on peut le faire de manière un peu forfaitaire, il y a un taux de 1,7%. On peut aussi décider de déclarer ses revenus via les autres revenus que l'on a. Bref, on a un taux au minimum de 22,8%, taux auquel il faut rajouter la contribution à la formation professionnelle, qui oscille entre 0,10 et 0,30%, et le cas échéant, la taxe pour les frais de chambre de commerce ou de métier. Bon, je pense que si on dit, grosso modo, si on arrondit, si on dit 25% de cotisation sur le chiffre d'affaires, c'est un petit peu plus élevé que la réalité, mais on a un bon ratio qui nous permet de voir ce que l'on perçoit en net, si je puis dire, après paiement des cotisations sociales et de l'impôt. Voilà. Si on se résume, on est toujours dans notre intro, si on se résume, aspect positif, aspect négatif. Aspect positif, simplicité de création, pas de comptabilité normée à tenir, pas de gestion de TVA et le règlement des cotisations sociales est simple. Aspect négatif, bon, il y a un seuil de chiffre d'affaires maximum, il est élevé, mais il y a un seuil. On ne peut pas, on le reverra ça, on ne peut pas déduire les frais que l'on aurait sur le chiffre d'affaires avant de calculer les cotisations sociales. Hein, attention, on ne peut pas récupérer la TVA vu qu'on n'y est pas assujetti. Les cotisations sociales, c'est un peu redondant avec le point numéro 2, mais les cotisations sociales, j'insiste, sont dues sur le chiffre d'affaires et non sur le bénéfice. Et la protection sociale qui est générée par les cotisations est minimaliste. Voilà, un point d'attention, côté plus, côté moins. Bien. Alors, partie suivante, on se met dans la position où vous êtes une entreprise et, ce qui est le cas pour la majorité des personnes qui sont en ligne, vous êtes une entreprise et vous faites appel à un micro-entrepreneur. Quels sont les points d'attention? Faire appel à un micro-entrepreneur, c'est faire appel à une entreprise. Hein, une entreprise individuelle, certes, mais une entreprise. De ce fait, on entre dans une relation contractuelle qui est commerciale. On fait appel à quelqu'un qui va nous rendre une prestation de service, on est son client. Donc, c'est un contrat de prestation de service la plupart du temps. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand deux entités contractent, eh bien, il peut y avoir une question de co-responsabilité si jamais l'une des deux parties ne remplit pas certaines de ses obligations. Pour ce faire, il est prudent, quand on ne connaît pas la personne, quand on ne connaît pas l'entreprise avec laquelle on contracte, de faire des vérifications contractuelles. Concrètement, pour un auto-entrepreneur, ça signifie vérifier déjà qu'il est dûment immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur. Vérifier qu'il paye correctement ses cotisations sociales, c'est-à-dire qu'il déclare le chiffre d'affaires qu'il perçoit, de manière à éviter, si jamais ça devait arriver, une co-responsabilité si jamais ce micro-entrepreneur venait à faillir dans ses obligations. Voilà. Donc ce que vous avez à l'écran, ce sont les règles qui s'appliquent dans n'importe quelle situation où deux entreprises contractent. On rappelle juste dans cette webconférence qui nous réunit qu'un auto-entrepreneur, mais c'est une entreprise individuelle, donc les règles sont les mêmes que lorsque l'on contracte avec une société, par exemple. Voilà. Voilà, donc sur le premier aspect, les points d'attention quand on fait appel à un auto-entrepreneur. Deuxième point, être micro-entrepreneur, quels sont les points d'attention? Alors, on fait un tout petit rappel. Dans notre secteur d'activité, et plus précisément dans le spectacle vivant,
exercer une activité d'entrepreneur, c'est exercer une activité commerciale où l'on a des clients et où le fournisseur est l'entrepreneur de spectacle. Bon. Si l'on a une activité de producteur de spectacle, ça veut dire qu'on est l'employeur du plateau artistique. Et quoi qu'il en soit, que l'on ait une activité d'exploitant de lieu de spectacle, une activité de producteur ou une activité de diffuseur, hein, ce sont les trois grands métiers de l'entrepreneur de spectacle vivant, quoi qu'il en soit, on doit détenir ce qu'on appelait avant une licence d'entrepreneur de spectacle vivant. Aujourd'hui, il s'agit d'une déclaration préalable d'activité que l'on doit faire sur un site internet dédié géré par le ministère de la Culture. Voilà, petit rappel, juste comme ça. Bien. Alors, premier point, première question qu'on peut se poser en tant qu'auto-entrepreneur, est-ce que je peux exercer mon activité d'artiste du spectacle en tant qu'auto-entrepreneur? Est-ce que je peux me créer un compte en tant que micro-entreprise pour exercer mon métier d'artiste du spectacle, comédien, musicien, danseur ou autre? Voilà. Réponse en 2 temps. Premier temps, non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on a un article du Code du travail qui pose un principe qui est une présomption de salariat pour les artistes du spectacle. C'est l'article que vous avez sous les yeux, L 7121-3 du Code du travail, article qui nous dit « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail. » Mais cet article ne s'arrête pas là. La deuxième partie de cet article, c'est que donc tout contrat est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Je traduis, dans des conditions où il exercerait de manière indépendante. Bon. Ce qu'on retient dans cet article, c'est qu'il y a une présomption de salariat et que le principe, c'est qu'on rémunère les artistes en salaire parce qu'ils sont salariés, parce qu'il y a un contrat de travail. Ceci étant dit, on a un autre texte. Qui est la circulaire du ministère de la Culture, qui date du 28 janvier 2010, qui est toujours en vigueur, qui est une circulaire qui a eu pour but d'apporter un éclairage au regard justement de l'exercice du métier d'artiste du spectacle via le régime de la micro-entreprise. Que nous dit en substance cette circulaire? Elle nous dit que l'exercice de la profession d'artiste dans le cadre de la présomption de salariat est incompatible avec le régime de l'auto-entrepreneur. Un auto-entrepreneur, c'est un travailleur indépendant. Donc ça, c'est exactement corrélé à ce qu'on vient de dire juste avant. Deuxième point, la circulaire continue. L'artiste du spectacle qui exerce son activité en qualité de salarié ne peut pas se déclarer auto-entrepreneur pour la même profession. Ok, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. On ne peut pas, en tant qu'artiste, être de temps en temps salarié par des boîtes de prod et de temps en temps facturer son activité, facturer sa prestation pour le même métier. Du coup, conclusion, la circulaire nous dit, lorsqu'un artiste choisit d'exercer exclusivement son activité artistique dans des conditions qui impliquent son inscription au registre du commerce, traduisez dans des conditions où il est tout à fait indépendant, dans des conditions où il n'y a pas de subordination, dans ce cas-là, il peut utiliser le régime de l'auto-entrepreneuriat pour l'exercice de cette activité indépendante. La question, c'est donc, est-ce qu'il y a des situations où les artistes du spectacle peuvent intervenir dans une production de manière indépendante? Il me semble que c'est relativement rare. Voilà, dont acte. Deuxième point, deuxième question, puis-je exercer mon activité de technicien du spectacle via le régime de la micro-entreprise? On a vu l'artiste, on voit maintenant le technicien. Réponse en 2 temps, de la même manière. On rappelle que si le technicien exerce son activité pour le compte d'une entreprise, il y a de fortes chances qu'il soit sous la subordination de cette entreprise, sous la subordination du coup d'un employeur. Et donc on rappelle qu'il y a un arrêt qui date maintenant de plusieurs années, un arrêt de novembre 1996 qui a posé les règles concernant le lien de subordination au droit du travail. Donc, on retient quoi? En principe, les techniciens dans le spectacle sont en situation de subordination juridique, donc ils ne peuvent pas exercer leur activité en tant que micro-entreprise. Cependant,
Que nous dit la circulaire du 28 janvier 2010? C'est donc la deuxième partie de la circulaire sur la situation des techniciens dans le spectacle. La circulaire donc précise qu'une entreprise qui serait créée par un technicien du spectacle pour exercer son métier sous le régime de la micro-entreprise relèverait de l'activité, c'est-à-dire du secteur d'activité des prestataires techniques. Vous vous rappelez que parmi les conventions collectives dans le spectacle, il y en a une qui est la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, qui est la convention collective qui renvoie à toutes les activités des prestataires. Si vous voulez, fabriquer des décors, si vous voulez avoir une installation scénique, ou encore, s'il s'agit d'une activité de doublage, toutes ces activités renvoient à cette convention collective. Bref, la circulaire continue en disant que l'exercice d'une activité sous ce régime est juridiquement licite et possible, mais qu'il convient de tenir compte de 3 limites. Premier point, la limitation du chiffre d'affaires. Bon, on le savait. Deuxième point, moins connu, la nécessité de détenir le label ou la certification sociale. Qu'est-ce que c'est que le label et que la certification sociale? Mais il s'agit d'autorisation, de labellisation au sens propre du terme, qui sont données par des commissions qui relèvent de la convention collective des prestataires techniques sous réserve d'un certain nombre de vérifications. L'objectif de ces labellisation au sens propre, eh bien, c'est d'assurer au sein du secteur de vérifier au sein du secteur que les entreprises prestataires techniques, eh bien, respectent notamment les règles sociales, sont assurées au regard de leur activité, ce genre de choses. Troisième point que met en avant la circulaire, c'est un rappel aussi, le technicien, comme tous les micro-entrepreneurs, ne peuvent pas déduire les frais professionnels qu'ils auraient avant le calcul des cotisations sociales. Donc, on se résume. Est-ce qu'il est possible pour un technicien d'exercer son activité en tant qu'auto-entrepreneur? Réponse oui, mais il y a un certain nombre d'attentions, notamment la nécessité de détenir qui le label, qui la certification sociale, selon que l'on travaille dans le spectacle vivant ou l'audiovisuel, et accessoirement, la nécessité d'avoir une assurance civile professionnelle. On en reparle dans quelques vignettes. Troisième point, la question de l'assurance chômage. La question est simple, peut-on cumuler des allocations chômage et des revenus en tant qu'auto-entrepreneur? Alors, c'est très simple, l'information, on la trouve chez Pôle emploi. La réponse est oui, que ce soit dans le cadre du régime général de l'assurance chômage ou dans le cadre du régime posé par les annexes 8 et 10, propres aux artistes et aux techniciens intermittents, le cumul est possible. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de très simple, qui est que ce soit un artiste ou un technicien, tous les mois, il s'actualise sur Pôle emploi, il va déclarer s'il a eu une activité au cours du mois, et s'il a eu une activité en tant qu'auto-entrepreneur, il déclare le chiffre d'affaires qu'il a eu, et Pôle emploi va déterminer un nombre d'heures de travail fictives qui générera de fait un nombre de jours non indemnisables. Voilà comment le chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur est pris en compte au regard des allocations d'assurance chômage éventuellement perçues par l'individu. Voilà, donc pas de problème, il y a des règles là-dessus. Donc, premier point, on a vu cumul artiste et auto-entrepreneur. Deuxième point, technicien auto-entrepreneur. Troisième point, quid du cumul avec des allocations chômage. Le point suivant, on l'évoquait, quid de la responsabilité du micro-entrepreneur au regard de son activité. Alors, on rappelle que quand on a une activité professionnelle, en tant qu'entreprise, que ce soit une entreprise individuelle ou une société ou une association, il est prudent d'avoir souscrit une assurance RC Pro, responsabilité civile professionnelle, une assurance qui va vous couvrir au regard des dommages que vous pourriez créer, que vous pourriez causer à des tiers, à vos clients principalement. Donc, le raisonnement que l'on doit avoir pour savoir si l'on est obligé de souscrire une assurance RC Pro, premier point, c'est l'activité. Est-ce qu'au regard de l'activité qui est exercée, est-ce qu'il y a une réglementation qui impose, qui oblige la souscription d'une assurance RC Pro? Si la réponse est oui, c'est très simple, il faut qu'on ait souscrit un contrat d'assurance ad hoc. Si la réponse est non,
la question qu'on peut se poser, hein, en théorie, c'est est-ce que je pourrais assumer financièrement les risques encourus? Si, à l'occasion d'une intervention chez un client, je cause un dommage, je sais pas, je fais une installation technique et je mets le feu au plateau, okay, est-ce que je peux rembourser les dommages que j'ai créés? Si la réponse est non, si je pense que je ne pourrais pas assumer ce qui pourrait se passer, eh bien, il est prudent que j'ai souscrit une assurance RC Pro. Mais à contrario, si je pense que oui, j'ai les fonds pour rembourser les dommages que je pourrais créer, dans ce cas-là, je peux décider de ne pas souscrire l'assurance. C'est libre à chacun, hein, selon le petit schéma qu'on a à l'écran. Le point suivant, très important, c'est la question des droits sociaux. Quid de l'acquisition des droits sociaux quand on est auto-entrepreneur? Alors, on a fait avec Philippe un petit schéma avec des couleurs, du vert, du rouge, du orange. Qu'est-ce qu'on voit, hein? Les 2 points d'attention. Hein. Le rouge, vous avez compris, le rouge, c'est qu'il n'y a pas de couverture. Hein. Mais les 2 points d'attention sont les questions de l'acquisition des droits à la retraite, que ce soit la retraite complémentaire ou la retraite de base. Pour la retraite de base, vous savez, la retraite où l'on acquiert des trimestres tout au long de sa carrière, qu'est-ce qu'on note? On note que lorsque l'on est auto-entrepreneur, pour acquérir un trimestre, eh bien, il faut un chiffre d'affaires plus élevé que lorsque l'on est salarié, que le salaire que l'on perçoit quand on est salarié. Donc, c'est défavorable. Et de la même manière, pour les droits à la retraite complémentaire, vous savez que pour la retraite complémentaire, on acquiert des points, non pas des trimestres, eh bien, la valeur du point au regard de l'institution de retraite qui est compétente pour les auto-entrepreneurs, la valeur du point est inférieure à la valeur du point Agirc Arrco, celle liée aux travailleurs salariés et notamment aux travailleurs dans le spectacle, artistes ou techniciens. Donc on retient quoi? On retient que la protection sociale en tant qu'auto-entrepreneur est beaucoup moins élevée, beaucoup moins favorable que lorsque l'on est salarié. Dernier point, c'est le résumé. Donc on ne va pas paraphraser, mais vous aurez sur une vignette les points essentiels. Auto-entrepreneur et artiste, auto-entrepreneur et technicien, auto-entrepreneur et allocation chômage, la protection sociale, la question de la responsabilité civile, et le dernier point, j'y reviens, la question de l'équilibre économique. Et en fait, ça va être ça notre conclusion. Finalement, est-ce qu'il est judicieux d'avoir une activité en tant qu'auto-entrepreneur? Nous conclurons avec deux points. Premier point, une activité exercée en tant qu'auto-entrepreneur, donc c'est uniquement pour une activité exercée de manière totalement indépendante, hein, sans lien de subordination, ça a du sens si, d'une part, c'est fait de manière accessoire à votre activité principale, hein, notamment pour la question de l'acquisition des droits sociaux. Premier point, donc ça c'est très important. Ce n'est pas une bonne idée de développer son activité uniquement et pendant longtemps en tant qu'auto-entrepreneur. Et le deuxième point, c'est que, au regard de l'équilibre économique, l'activité en tant qu'auto-entrepreneur n'a de sens que si l'on a une activité purement intellectuelle. Si tout d'un coup, l'activité que l'on exerce en tant qu'auto-entrepreneur génère des frais professionnels, comme ces frais ne peuvent pas être déduits du chiffre d'affaires avant le paiement des cotisations sociales, eh bien ça peut économiquement être assez absurde à la limite. Si l'on a beaucoup de frais, il peut arriver que les revenus que l'on a eh bien, soient pas suffisants pour générer un gain. Hein. Donc ça, c'est le point important. Hein. Donc, auto-entrepreneur, c'est uniquement de manière accessoire à notre activité principale. Et 2, attention à l'équilibre économique, si jamais l'activité que l'on souhaite développer génère des frais professionnels. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le temps qui nous était imparti. On va passer au chat, mais Philippe et moi, on vous donne rendez-vous le 21 mars où l'on parlera du statut de cadre et du statut de non-cadre. Est-ce qu'on peut choisir? Est-ce que c'est l'entreprise qui choisit? Est-ce que c'est le salarié qui est cadre ou est-ce que c'est le poste qui l'occupe? Voilà, ce sera l'objet de notre prochaine webconférence. Alors, Pascal, donc on a un certain nombre de questions, j'ai commencé à les mettre dans les favoris, qui commencent à arriver, en commençant par la question de Christelle. Je vais préciser un petit peu je pense, le cadre de la question de Christelle qui demande quelle est la procédure pour obtenir ce label. Je pense que ça concerne donc la partie technicien auto-entrepreneur et la partie prestataire de services. Je suppose que c'est de ce label-là dont elle parle.
Oui, c'est effectivement le label. Eh bien, il faut aller sur le site internet du label, vous tapez sur un moteur de recherche label, prestataire technique, et vous tapez même la convention collective, donc entreprise technique au service de la création et de l'événement, et vous verrez quelles sont les conditions pour obtenir ce label auprès de la commission dédiée. Ensuite, on passe à la question de Laurie. On ne parle que des techniciens et des artistes, mais puis-je exercer une activité d'administratrice ou de chargée de production en tant que micro-entreprise? Alors, je rappelle que quand on parle de technicien dans le spectacle, ça intègre les métiers administratifs. C'est pas nouveau, ça. Donc, la réponse est la même. Est-ce que vous exercez de manière indépendante? Est-ce qu'il n'y a pas de lien de subordination avec l'entreprise pour laquelle vous exerceriez ce travail d'administrateur ou de chargé de prod? C'est ça la question. Donc voilà, c'est la même réponse que pour les techniciens. Une question de Céline aussi concernant le cumul fonctionnaire et micro-entreprise artistique. Est-ce que c'est possible? Alors, en ce qui concerne les personnes qui sont fonctionnaires titulaires, les personnes qui sont titulaires de leur poste, le principe, c'est qu'en principe, on ne peut pas trop travailler ailleurs, mais il y a de mémoire quelques exceptions, comme les travaux de recherche, les travaux d'enseignement et les travaux artistiques. Donc, je pense que pour ce faire, il faut que vous vérifiez auprès de votre tutelle la possibilité d'avoir une activité à côté. C'est beaucoup plus prudent. C'est des règles de droit administratif qui sont propres à votre secteur. Une question de la compagnie K. Est-ce qu'il faut avoir une licence de spectacle en étant auto-entrepreneur? Alors, la question c'est, si l'auto-entrepreneur se met à avoir une activité de gestionnaire de lieu, de producteur de spectacle ou de diffuseur, le principe, c'est que oui. Mais il me semble, à vérifier avec les services du ministère de la Culture, que l'auto-entrepreneur qui n'aura pas de salarié n'est pas concerné par la licence d'entrepreneur de spectacle, c'est-à-dire par la déclaration préalable d'activité. À vérifier sur le site du ministère de la Culture, on peut passer un coup de fil à la DRAC aussi. Voilà, tout dépend du fait de la situation. Est-ce que l'auto-entrepreneur aura des salariés ou pas? C'est ça le point d'attention. Une question de Cécile qui pose la question, qu'est-ce qu'il en est du cumul retraite et auto-entreprise? C'est les règles de droit commun qui ont été encore assouplies suite à la réforme de la rentrée. Le cumul intégral est possible dès lors que l'on a, on a liquidé l'ensemble de ses droits à retraite au taux plein. Une question de Cyril, une question très particulière sur une comédienne qui a plusieurs activités, souhaite passer dans une coopérative d'activité qui la salarierait, pas facile à dire, et facturerait ses prestations de comédienne. Est-ce possible? Alors, je ne comprends pas bien parce que à partir du moment où on intègre une CAE, une coopérative d'activité et d'emploi, eh bien effectivement, on devient salarié permanent de la coopérative qui s'occupe, enfin qui nous accompagne dans la vente de nos activités. Donc, je vois pas le rapport avec la micro-entreprise. Cyril, il faudrait juste peut-être préciser avec une autre question un peu plus loin. Une autre question de Stéphanie concernant des cumuls aussi. Peut-on avoir sur un montage de décor des techniciens sous CDDU plus une personne sous le régime micro-entrepreneur avec facture? Alors, voilà une question, Stéphanie, tout à fait concrète. La question, c'est la question de la subordination. Pourquoi, sur un montage, pourquoi vous auriez des techniciens qui seraient salariés par vous et un technicien qui vous aurait fourni sa facture? Est-ce qu'il y a des différences de trait? Enfin, quelles sont les différences entre ceux qui sont salariés et celui qui n'est pas salarié? Pourquoi il n'est pas salarié? Il n'est pas sous votre subordination? Il fait ce qu'il veut dans son coin? Il vient travailler quand il veut, ce genre de choses? Ça me semble touchy, cette affaire. Une question de Solène concernant la compatibilité du régime micro-entreprise et exploitant. Alors, exploitant, j'imagine exploitant de lieu, d'un lieu destiné à... c'est les mêmes règles que tout à l'heure, sauf que économiquement, ça me semble pas possible, en fait. Économiquement, ça me semble absurde, étant donné que quand on est exploitant, on a plein de frais. Il faut
je sais pas, on a des frais de la salle, il faut soit la louer, soit si on est propriétaire, doit payer l'électricité, le chauffage, doit payer une assurance, et tout ça, on ne pourra pas le déduire du chiffre d'affaires. Donc, ça n'a pas de sens. Jean-Michel qui nous demande s'il y a un problème, si c'est possible, si une personne, enfin, qu'est-ce qui se passe quand une personne change de statut en cours d'année, un artiste qui est auto-entrepreneur, puis intermittent. Bref, je pense qu'il parle un petit peu de l'alternance des différents statuts et des différents cas de figure. Mais la question, enfin le point qui est posé par la circulaire et repris par la règle d'assurance chômage, c'est que un artiste du spectacle ne peut pas être sur une même période, il ne peut pas avoir des activités d'artiste où il a facturé en tant qu'auto-entrepreneur et des activités où, en tant qu'artiste, il a été salarié. C'est ça qui n'est pas possible. Donc, c'est les choses ensemble. Ceci dit, à un moment donné, un artiste qui aurait été salarié en tant qu'intermittent pendant très longtemps peut dire « j'arrête mes activités en tant que salarié et maintenant, toutes mes activités, je les exerce en tant qu'auto-entrepreneur, sous réserve bien sûr qu'il n'y ait pas de lien de subordination avec l'éventuel producteur pour lequel il va faire ses prestations. » Une question de Joachim, qui est auto-entrepreneur et en tant que professeur de guitare, est-ce qu'il peut ponctuellement faire une activité de spectacle vivant sous ce statut ou est-ce qu'il doit modifier quelque chose dans son statut? Par exemple, rajouter l'activité artistique. Ok, donc je reformule pour être sûr de bien comprendre ce que nous dit Joachim. Donc, il s'est créé un compte en tant qu'auto-entrepreneur pour une activité de professeur de musique. Parfait, c'est tout à fait possible. Il a comment dire, des élèves qu'il a choisis. Il y a une réelle indépendance dans son travail, il n'y a pas de lien de subordination. Et donc la question c'est, est-ce que sous ce régime de l'auto-entreprise, est-ce qu'en plus, de temps en temps, il pourrait aller jouer finalement, en tant que musicien pour le coup? Normalement non, parce que quand on se crée un compte, et c'est valable en fait quand on crée une entreprise, on doit identifier le secteur d'activité. Et il me semble que l'activité d'enseignant n'est pas l'activité d'entrepreneur. Donc je pense que ce n'est pas possible parce que quand on s'est créé un compte, on a identifié une activité qui finalement n'est pas celle d'artiste du spectacle. Alors, il y a une question de Guy, mais qui reprend aussi la notion de lien de subordination. Puis il y a Christelle aussi qui repose la question. Guy demande concrètement quel artiste peut exercer en auto-entrepreneur. Tous sont sous lien de subordination. Et Christelle qui demande quelle serait votre définition du lien de subordination. Bon, Guy, merci. Ben oui, évidemment. Quels sont les artistes qui interviennent sur des prods et qui sont et qu'on peut considérer comme totalement indépendants? Ben, aucun. Dans une production, il y a une organisation, il y a un boss, c'est le producteur, c'est celui qui a mis de l'argent dans l'affaire pour monter le spectacle. Il y a des techniciens, il y a une organisation, il y a un service organisé. Donc en fait, en pratique, dans 99,99% des cas, les artistes, ils n'interviennent pas tout seuls. Donc évidemment qu'ils sont tous sur lien de subordination. La situation qu'on pourrait imaginer, c'est le cas de figure où, voilà, je suis artiste du spectacle, je suis musicien, je suis chanteur, et j'interviens tout seul. C'est-à-dire, je vais louer mon théâtre, je suis mon propre producteur, si je puis dire, et voilà, et j'interviens tout seul, je fais un one-man show, et voilà. Bon, mais là, on reviendrait sur la question de l'équilibre économique, voilà. Et du coup, sur la question de la subordination, moi, je n'ai pas de définition. La définition, je l'ai donnée tout à l'heure, c'est la jurisprudence de novembre 1996, vous le retrouverez sur la vignette, et la subordination juridique, le point clé, c'est le fait que les personnes qu'il y a un pouvoir disciplinaire de l'employeur. C'est ça la caractéristique. Mais je vous laisserai relire l'extrait de l'arrêt de 1996. Raphaël qui repose la question, si on a la possibilité d'opter pour le statut d'intermittent du spectacle, quelles pourraient être les raisons de choisir plutôt le statut d'auto-entrepreneur? Est-ce qu'il existe des avantages spécifiques à cette option? Point qu'on a déjà vu, mais je pense que peut-être qu'il est nécessaire de... Non, je n'en connais pas. Non. Non, un artiste, un technicien, il intervient dans une production, que ce soit pour un spectacle vivant, un spectacle enregistré. Cette production, elle est pilotée, il y a quelqu'un qui était à l'initiative, donc les personnes
travaillent ensemble, donc ils sont salariés. Donc, il n'y a aucun intérêt à être auto-entrepreneur. La problématique, c'est que parfois, on a des entreprises qui peuvent pousser les individus à se créer un compte en tant qu'auto-entrepreneur en argumentant sur la simplification, ce genre de choses. Une question de Stéphanie. Une micro-entreprise peut-elle coproduire un spectacle ? Oui, n'importe quelle entité juridique peut être coproducteur de quelque chose, mais encore une fois, réfléchissez bien au côté équilibre et économique. Est-ce que quand on est auto-entrepreneur, on ne peut pas déduire les frais que l'on aurait du chiffre d'affaires? Donc il faut bien comprendre ce qui va se passer dans cette coproduction. La coproduction, je rappelle que c'est un risque. La coproduction, le but, c'est de gagner de l'argent, mais si tout d'un coup la production perd de l'argent, les coproducteurs doivent participer aux dettes. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Une question de Jean. Je suis Lise. Peut-être qu'il manque quelque chose. Puis-je proposer mes récitals en auto-entreprise? Je suis seul et sans employé. Oui, alors c'est l'exemple qu'on donnait tout à l'heure. Un artiste, un musicien, un artiste lyrique, peu importe, qui intervient seul, qui est donc, j'allais dire, son propre producteur, peut effectivement vendre son spectacle dès lors qu'il y a aucun lien de subordination avec personne. Oui, c'est possible. Encore une fois, c'est possible. Ça renvoie au texte, encore une fois, qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la personne exercerait son activité d'artiste dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. C'est comme ça que les textes le disent. Je traduis, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans des conditions totalement indépendantes, sans aucun lien de subordination. Une question de Fanny. Une danseuse embauchée par une compagnie pour un spectacle de danse peut-elle facturer sa prestation en lien avec l'art visuel? Artiste peintre en auto-entrepreneur et à cette même compagnie, pardon. Alors, pardon, une danseuse. Je le relis juste pour moi. Je pense qu'il y a la notion d'embauche et de facturation de prestations. Ah, alors ce que je crois comprendre, Fanny, c'est il y a une personne qui est danseuse, elle intervient dans un spectacle en tant qu'artiste chorégraphique, et à côté, elle a une activité en tant que peintre, et pour cette activité, elle s'est créée un compte en tant qu'auto-entrepreneur. Est-ce qu'elle peut facturer cette compagnie pour la fourniture d'une peinture, ce genre de choses? Oui, on est bien dans deux choses distinctes, il n'y a pas de problème, sauf que son activité de peintre, ça relève d'une activité d'artiste-auteur, comme on l'a dit tout au début, et l'activité d'artiste-auteur ne peut pas être exercée sous la forme de la micro-entreprise. Donc elle devrait facturer, vendre en fait sa toile ou sa peinture. On a des questions de Karine et de Marie-Hélène, je les ai regroupées. Je pense que c'est un petit peu la même thématique. Karine, puis-je être administrative de tournée et facturer en tant qu'entrepreneur et parallèlement continuer à être intermittente pour ce même métier en parallèle? Alors donc... Sachant qu'il y a une réelle indépendance dans mon travail, pardon. Ouais. Donc, administrateur, donc c'est dans la famille des techniciens du spectacle, on est d'accord, c'est pas artiste. La circulaire n'évoque pas l'impossibilité de travailler à la fois en tant qu'auto-entrepreneur et à la fois en tant que salarié. Donc, dans les textes, il n'y a pas d'opposition. Attention à vérifier ça avec les règles de Pôle emploi qui, depuis 2010, ont peut-être évolué. La question de Marie-Hélène également qui rejoint un petit peu le même cas de figure. Marionnettiste actuellement, j'envisage de fabriquer et vendre des marionnettes en dehors de mon activité d'intermittente. Est-ce possible en tant que micro-entrepreneur? Aucun problème. Donc là, vous seriez plutôt dans une activité de vente de biens et non pas de prestation de services. Ça n'a absolument aucun rapport avec les activités du spectacle telles que on les a présentées. Donc oui, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de rapport avec votre activité en tant qu'artiste ou en tant que technicienne intermittente. Question de Johan aussi, un peu sur la même thématique du cumul. Est-il possible pour un artiste journaliste qui souhaite coproduire son projet d'être également salarié auprès de la société coproductrice? Artiste / journaliste, ça je ne comprends pas. Et le projet, moi je vois des artistes
dans des spectacles et des journalistes, pas dans des spectacles dans tous les cas. Donc là, je comprends pas. Avant même de répondre à la question, il faudrait savoir de quel métier on parle. Karine qui nous demande, même question que Karine avec un C, Karine S, Karine L. Est-ce que administratrice de tournée et auto-entrepreneur, c'est possible? C'est possible s'il y a une vraie autonomie, une vraie indépendance. Il n'y a pas de lien de subordination avec l'entreprise pour laquelle vous effectuez votre prestation. C'est ça le point, hein, vraiment très important. On a fait le tour des questions que j'avais mis en favori, Pascal. Okay. Mettre le lien pour accéder au replay par la suite et aux documents et au support qui sera téléchargeable. Ouais, donc là, le replay, donc vous le trouverez à 2 endroits, soit sur Webikeo, soit à partir de lundi sur la chaîne YouTube d'Audience. Voilà le replay. Je vous mets sur le chat les différents liens pour y accéder. On a fait le tour des questions, je crois. Je vois la dernière question là, de Rémi. Sur le terrain, on croise de plus en plus de techniciens auto-entrepreneurs. Malgré le lien de subordination évident, qu'est-ce que j'en pense? Et j'en pense que c'est pas bien. Voilà ce que j'en pense. Bien. On est bon, Philippe? On a fait le tour, je pense. Ça marche. Mais écoutez, merci pour votre attention soutenue, encore une fois. Hein, merci beaucoup. On se voit le 21 mars, hein, de mémoire. Bon après-midi et bon week-end à tous. Merci, à bientôt. Bonne journée, bon week-end.